sur le sujet, l'urbanisme à hauteur d'enfant, vous avez vu dans la présentation, qui était un petit peu rapide, à un moment donné, on disait qu'il y a 1200 enfants qui ont été sensibilisés, on va dans les écoles, mais on essaye de les sortir de l'école. On essaye de déambuler, de les rendre actifs. Donc, on se dit, ben, ça c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'ils en retirent, eux, les enfants, de ces passages? Est-ce que c'est juste un bon moment? C'est juste une autre façon de faire l'école? Voilà, on s'interrogeait pas mal là-dessus. Ensuite, le Covid, c'est pas si loin que ça. Là, peut-être pour vous, je sais pas, mais ça paraît loin, mais c'est pas si loin que ça. Et justement, quand on était en plein Covid, on était quand même interrogé, le CAUE, sur des questions de « tiens, on redécouvre notre proximité, on redécouvre les espaces publics, on redécouvre que c'est intéressant de se connecter à la nature pour se faire du bien. » Donc on redécouvre qu'aller dehors, par exemple, ça fait du bien. Et on s'est dit, ben, tiens, super, il y a 2-3 ans, là, quand le Covid sera terminé, on aura plein d'actions à mener. Bon, est-ce que ça s'est mené vraiment? Pas toujours, pas toujours. Donc voilà, on voulait savoir un petit peu où on en était de tout ça. Il y a un effet, alors on ne sait pas si c'est un effet de mode, on a beaucoup parlé des cours Oasis, on a beaucoup parlé de l'école dehors, on a beaucoup parlé de la rue pour tous, d'être inclusif, on a parlé du genre dans l'espace public. On parle de tout ça, mais on ne sait pas si c'est un effet de mode, on ne sait pas trop si c'est quelque chose qui est réservé à la ville, et peut-être que nous, dans le milieu rural, ça nous concerne moins. Donc toutes ces questions-là, avec beaucoup de variables, des variables qui peuvent être la santé, qui peuvent être l'énergie, qui peuvent être l'éducation, qui peuvent être beaucoup de choses. Et c'est ça dont on a envie de parler avec vous ce soir. Voilà. Et donc, ben, je vais vous présenter sommairement, puis après, vous compléterez la présentation. On va commencer par Marie-Vonne Dejam, pour représenter l'association Rue de l'Avenir. Vous pouvez nous expliquer donc qu'est-ce que c'est que cette association et comment vous fonctionnez? Oui, bonjour à toutes et à tous. Rue de l'Avenir est une association nationale et nous avons créé une petite antenne, Rue de l'Avenir Grand Ouest, qui est localisée principalement à Nantes, l'agglomération de Nantes. Rue de l'Avenir existe depuis 1988 et c'est surtout intéressé au début sur ville plus sûre, quartier sans accident, la sécurité routière, bien sûr, à la sortie des années 70-80. L'idée, c'est aussi à évoluer sur le partage équilibré de l'espace public. L'association a été très impliquée sur l'évolution du code de la route avec le code de la rue, qui a abouti en 2008, avec la création des zones de rencontre, zone 30. Et maintenant, justement après, avec le Covid et le grand appui sur la circulation des vélos, Rue de l'Avenir s'est aussi préoccupée des piétons et sur le même schéma que les cyclistes, nous avons créé un baromètre des villes marchables qui est organisé sur le même format, tous les 2 ans, alterné avec celui des villes cyclables. Alors actuellement, il y a une campagne « Ville apaisée, quartier à vivre » pour relancer la question des zones 30, villes à 30, le partage plus affirmé entre tous les utilisateurs de la voirie. Merci Marie-Vonne. Je vais laisser la parole aux dames, si tu permets, Philippe. Donc Adèle, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Adèle Ridereau, architecte des PLG, enseignante à l'école LISA, qui forme des architectes d'intérieur, et également médiatrice en architecture. C'est sur ce volet-là que je vais intervenir ce soir. Je suis la fondatrice de l'Atelier de Dossiers de l'Art, qui est un collectif d'architectes qui a pour but de sensibiliser le grand public à l'architecture, notamment le public enfant, et un public un peu plus éloigné, en situation par exemple de handicap, migrants ou ex-prisonniers. Donc c'est un public qu'on va chercher, qui n'est pas toujours facile d'accès. On intervient dans les écoles, sur les temps périscolaires ou sur des projets EAC ou des projets en fonction des demandes des enseignantes.
On intervient aussi avec les associations. On intervient avec la ville et puis aussi avec des musées. Donc en fait, on construit vraiment le projet avec les différentes structures en fonction de la demande. On est 3, 2 architectes et une graphiste, pardon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a tellement de choses à dire que le sujet est vaste. Voilà, je ne sais pas. Je pense que c'est déjà un bon début. Merci. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Donc moi, Philippe Garde, je suis responsable du pôle service au territoire au sein du syndicat d'énergie de la Vendée. Alors on pourrait se demander ce que vient faire le syndicat d'énergie quand on parle d'urbanisme. C'est un peu lié quand même. Nous, on accompagne les collectivités, et notamment en Vendée, elles ont toutes pris le pli de le réaliser dans la réalisation des actions liées à leur plan climat, air, énergie, territoire. Donc l'objectif, c'est de réussir à diminuer les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre sur les territoires, en prenant en compte l'ensemble des thématiques et des composantes de chaque territoire. Et en fait, quand on attaque ce sujet, on le voit beaucoup. Alors, tu as parlé des cours d'école tout à l'heure, c'est un bon exemple, et la mobilité en est un autre. En fait, c'est si de temps en temps, on se mettait à hauteur d'enfant et avec une vision de qu'est-ce qu'on accepterait pour nos enfants, je pense que je serais plus à l'aise, en fait, quand je prends mon vélo sur certaines pistes cyclables, si ça avait été conçu pour que des enfants de 10 ans puissent aller dessus, que telles qu'elles ont été faites des fois, parce que c'est quand même des fois un petit peu rock'n'roll. Donc, je pense qu'on est à même d'accepter plus de choses quand c'est pour les enfants que quand c'est imaginé, on va dire, assez classiquement. Notamment sur les cours d'école, il y a eu des mesures qui ont été faites. Donc c'était un jour du mois de septembre. Il ne faisait pas spécialement très chaud. Et l'endroit où il faisait le plus chaud dans la cour d'école, ben, pas de chance, c'était sur la rampe du toboggan des jeux pour enfants. Donc c'est quand même pas de bol. Et le long du bâtiment scolaire, il y avait un arbre. Et après, pas d'arbre. Et quand on prenait la mesure sur la paroi, ben là où il y avait l'arbre, il faisait 24 degrés. Là où il n'y avait pas d'arbre, il faisait 34 degrés. Donc quand on est dans les fenêtres derrière la façade où il fait 34 degrés, je vous laisse imaginer la température qu'il fait à l'intérieur. Résultat, qu'est-ce qu'on va faire? Premier réflexe, on va les mettre de la clim. Donc au lieu de réussir à diminuer les consommations, on va les augmenter. Et c'est quand même pas de bol. Donc c'est pour ça que nous, cette vision de réfléchir l'urbanisme et l'aménagement du territoire en ayant une vision un petit peu différente, un petit peu nouvelle, ça va aussi obliger potentiellement les élus à peut-être prendre des décisions un peu fortes pour, par exemple, au lieu de parler de zone 30, c'est carrément zone piétonne et les voitures, on les laisse avant. Donc voilà, c'est une vision qu'on a et qui nous semble hyper intéressante. Merci. Donc là, on situe à peu près tout le monde, d'où tout le monde parle, d'accord ? Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir sur 2-3 données, je dirais, objectives, hein, puisqu'il commence à y avoir quelques études qui commencent à étudier la question de l'enfant en ville, notamment certaines études qui parlent de l'autonomie des enfants. Alors, dans les années 50, un petit enfant, il pouvait faire jusqu'à 4 km autour de chez lui pour aller faire des courses, pour jouer, pour aller voir des copains, pour faire tout un tas de choses que peut faire un enfant. Aujourd'hui, ce même enfant, à peu près au même âge, il fait entre 0 et 300 mètres. Voilà, ça c'est un constat. Donc, certains d'entre nous, on a des enfants. On évoquait, Madame la Présidente, vous évoquiez le numérique, hein, le fait de ne pas être des êtres numériques. Il y a la question, effectivement, de se dire, mais est-ce que ces questions-là de mobilité, d'autonomie des enfants, c'est une histoire de campagne et de ville? Est-ce que, si on caricature les choses, est-ce que c'est la voiture qui chasse les enfants? Est-ce que les enfants ils sont encore présents en ville? Voilà, là-dessus, est-ce que vous pouvez amener un peu d'eau à notre moulin là-dessus? Est-ce que l'ennemi, c'est à tout prix la voiture? Ou est-ce que dans cette histoire d'autonomie, il y a aussi d'autres choses? Personnellement, je pense que la voiture a quand même une grosse part de crainte, à la fois des parents et sans doute des enfants, pour leur acquérir, si vous voulez, une circulation, un cheminement tranquille entre tous les points où ils veulent se déplacer. Pardon. La réduction de vitesse est certainement un point très intéressant,
mais encore faut-il que la vitesse soit respectée, d'où quelques aménagements. Ce n'est pas qu'il faille absolument aménager avec des solutions coûteuses, mais il y a certainement des points où il est nécessaire de faire quand même ralentir les véhicules. Alors vous disiez aussi, ce serait bien aussi qu'il y ait moins de voitures dans les villes. Alors les traversées de villages et autres, c'est quand même un point difficile, mais ça peut... si les distances de façade à façade sont exploitables, effectivement, il y a des aménagements possibles. Et il faut jouer sur, bien sûr, la limitation du stationnement dans la ville pour que les voitures, sur le long des trottoirs, j'entends, et d'organiser des stationnements, comme vous le disiez, un peu plus à l'extérieur, en des points où les personnes vont pouvoir marcher plus tranquillement pour se rendre à leurs activités. Cette question d'autonomie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ça marche, oui. Moi, je ne vais pas forcément parler des aménagements, mais je pense surtout peut-être qu'il faut rééduquer aussi les enfants, parce qu'on constate même dans les grandes villes, à Nantes particulièrement, on réutilise la voiture même pour faire 100 mètres, pour déposer, les parents déposent leurs enfants à l'école qui est au bout de la rue. Parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils vont travailler à l'autre bout de la ville. Et on constate que les enfants ont perdu l'habitude de marcher, de reprendre le vélo, la trottinette, et ils ont perdu ce temps qui est entre celui de la maison et celui de l'école, qui est un temps, à mon avis, indispensable, parce que ça permet de se réapproprier l'espace public avec son petit corps d'enfant, parce qu'effectivement, ils ont une autre échelle que la nôtre. Et puis prendre le temps d'observer la ville, de regarder aussi comment elle évolue. Donc moi, je suis plus convaincue effectivement sur reprendre un peu plus la main sur l'éducation qu'on donne aux enfants, sur par exemple la mobilité douce. On peut intervenir au niveau des écoles, au niveau des associations, et les encourager parce que on se rend compte qu'ils sont assez vite autonomes, en fait. Je crois que des fois, on pense qu'ils vont se casser la figure et en fait, ils se débrouillent très bien dans l'espace public parce que c'est un espace de jeu pour eux, clairement, et ils sont parfaitement à l'aise. Donc, je crois que des fois, on a la peur des parents parce qu'il va traverser, il va se faire écraser, mais je crois que c'est surtout une question d'éducation, en fait. Je crois que vous l'avez indiqué tout à l'heure, mais il peut y avoir de façon intéressante des programmes. À Nantes, ils ont été appelés éco-mobilité scolaire, qui accompagnaient donc un choix d'école sur lesquels il y avait des problèmes de sécurité aux abords de l'école. Et donc, à la fois, les services techniques ont travaillé sur comment aménager le parvis pour laisser plus de place aux piétons à la sortie de l'école, faire du barriérage pour pas qu'il y ait d'accidents juste à cet endroit-là, mais en plus une participation des parents pour essayer de les sensibiliser à la possibilité qu'ils ont de venir soit à pied, soit à vélo. Comme vous disiez, les distances en primaire ne sont pas très, très grandes, sauf exception. Et donc, les sensibiliser et suivre, leur indiquer exactement toutes les possibilités qu'il y a, les vélos cargo, quand on veut emmener des tout-petits à l'école, prendre des initiatives genre... alors, les appellations ne sont pas figées, mais... vélobus, c'est-à-dire des parents encadrent les enfants, tout le monde étant à vélo. Et j'ai suivi une école à Nantes où l'aménagement a été fait mais n'était pas suffisant. Et bien, les parents d'élèves en collectif se sont emparés du sujet et donc maintenant organisent un vélobus. Il y a eu précédemment les pédibus où là c'était des points de rencontre, pour le vélobus c'est pareil, mais des points de rencontre organisés, c'est des parents qui à tour de rôle accompagnent les enfants de bout en bout. Et à ce moment-là, les enfants sont à pied, à vélo, et les parents ont un rôle d'éducation sur ces cheminements. Ouais. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je donne un exemple un peu plus loin que nos frontières au Canada, à Montréal en particulier. Ils ont expérimenté
effectivement l'approche de l'école sans la voiture. Donc, ils ont bloqué volontairement les 2-3 rues autour de l'école, de manière à ce que les parents déposent leur voiture, hein, se garent et accompagnent l'enfant à l'école. Surtout que dans le mode de vie à l'américaine, on se déplace facilement en voiture pour faire 2 mètres, avec des grandes rues, des grandes voitures. Et on s'est rendu compte que le fait d'impliquer les parents, de prendre ce temps-là, de prendre le temps d'emmener son enfant à l'école, de faire 10 mètres dans cette rue qui est du coup non véhiculée, permettait aussi de réengager une conversation, prendre du temps. Et de réexpliquer aussi. Et nous, on constate dans nos interventions qu'on fait dans les écoles, donc effectivement, on les sensibilise, on les éduque, on leur apprend l'architecture. Et on voit aussi que les enfants discutent beaucoup avec leurs parents et il y a un autre cheminement qui se fait. C'est pas simplement les parents qui éduquent les enfants, mais souvent, c'est aussi les enfants qui éduquent les parents sur leur façon de voir l'espace public ou leur environnement, quoi. Bah, juste un peu pour aller dans le même sens, c'est là où c'est important. Alors on parle de la mobilité pour aller à l'école, etc. Mais en fait, tous les projets devraient être un peu faits comme ça. C'est-à-dire que souvent, quand on parle d'aménagement, il y a combien de fois il y a des pistes cyclables qui sont posées et en fait, il n'y a pas un vélo dessus. Parce qu'en fait, on ne s'est pas interrogé en fait, sur le pourquoi les gens ne prennent pas le vélo et vont sur la piste cyclable. Et en fait, des fois, il suffit, on peut comprendre que le parent, il faut qu'il pose le premier à la crèche, le deuxième à l'école et potentiellement le troisième au collège en repartant. Et après, il faut qu'il retraverse pour aller de l'autre côté. Et en fait, en essayant d'aménager, en discutant avec les parents sur le besoin, le pourquoi ils rentrent quand même dans l'impasse. Parce que moi, ma fille est dans une école primaire et maternelle, dans une impasse. Et on a l'impression que des fois, les gens voudraient carrément rentrer dans la cour pour poser le gamin. Et on ne comprend pas. Parce que c'est 10 fois plus simple d'y aller à pied, on va plus vite et on repart plus vite. Donc, je ne comprends pas des fois. Voilà. Et donc, il doit sûrement y avoir une raison à ce que la personne, quand même, s'embête en fait à rentrer dans l'impasse, à être sûr de faire du slalom, parce que c'est pas très grand, et à son kikiné, essayer de trouver une place. Donc, il faut en fait comprendre le pourquoi je n'y vais pas à pied. Alors, il peut y avoir la notion de temps. Alors, on est pressé, sauf que des fois, on ne l'est pas, mais on a l'impression d'être pressé. Enfin, voilà, il faut vraiment se poser la question. Et dans plein de projets, en fait, il faut intégrer l'usager. Parce que des aménagements, des fois, sont ratés parce que ceux qui aménagent, en fait, n'utilisent pas des fois. Pour rebondir sur cette question du partage du temps, suite au Covid, il y a eu une organisation différente du travail. On a eu plus de télétravail. Alors, tous nos métiers ne sont pas compatibles avec le télétravail. Simplement, ceux qui le pratiquent, du coup, ont plus de temps pour accompagner leurs enfants, par exemple. Ça, on l'a constaté. Et ça a changé aussi cette question de l'aménagement des abords des écoles. Alors, ça fait partie. Hein, l'aménagement, il doit effectivement envisager le partage du temps, puisqu'on veut gagner du temps. C'est ça, effectivement. Là, on a pas mal parlé donc, des trajets, de la voiture. Hein. On était un peu sur cette question un peu caricaturale. Est-ce que la voiture, c'est vraiment l'ennemi de cette mobilité active? Est-ce que c'est l'enfant, il est chassé par la voiture? Bon, en partie, on ne va pas se cacher, il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là. Pour autant, si on évoque les lieux qui sont aujourd'hui réservés aux enfants, parce que la question, c'est se dire, où est-ce qu'on voit les enfants, finalement? Aujourd'hui, on évoque les city-stades, on évoque les aires de jeu. En fait, ils sont des espaces hyper spécialisés. Là, on vous dit, les enfants, c'est là votre place. Et c'est là votre place par âge, à peu près, hein, de tel âge à tel âge, et les ados et autres. Donc, pour un enfant, c'est quand même quelque chose de particulier, parce que, par définition, est-ce qu'il faut, enfin, c'est la question que je pose, est-ce qu'il faut forcément des espaces hyper aménagés, hyper spécialisés, pour faire en sorte que cet espace public, il offre des belles opportunités aux enfants? Il faut l'aménager ? Il ne faut pas l'aménager? Est-ce que ces espaces hyper spécialisés, c'est un non-sens ou est-ce que c'est quelque chose à travailler différemment? Alors, tu l'as dit toi-même, pour l'instant on est sur des espaces aménagés qui sont souvent très aménagés. Les aires de jeu, alors c'est soit habitué, soit en plastique souple. Là. Les cities, c'est pareil, c'est souvent, on est soit sur du synthétique, donc enfin voilà, bonjour les genoux. Et surtout, en fait, c'est des aires de jeu sur lesquelles il faudrait y aller quand il fait beau. Mais en fait, quand il fait beau, il fait chaud. Et quand il fait chaud, sur ces trucs-là, il fait très très chaud. Et donc moi, je sais que les enfants, souvent, ils vont au city, mais ils y restent pas longtemps parce que au bout de 20 minutes, ils sont en nage et c'est pas super intéressant. Alors qu'en fait, s'improviser un match de foot dans un parc ou sur de l'herbe avec des arbres autour, je pense que ça ne les dérangerait pas et ils seront plus à l'aise, plus confort pour faire ça. Donc,
je pense qu'aménager des choses pour aller sur des endroits un peu verts, un peu paysagers, ça serait... je pense que ça peut être hyper intéressant, quoi. Mais doucement l'aménagement, quoi, ou doucement le bitume, quoi. Pardon. Moi, je vais rebondir effectivement sur les aires de jeu françaises. Effectivement, les jeux sont bien, sont propres. L'espace est bien fermé, surtout. Hein. On doit bien entrer par la grille, une deuxième sortie. Les parents s'assoient bien au bord et regardent leurs enfants jouer. Donc, il n'y a absolument aucune interaction entre l'enfant et le parent. Ça, ils attendent, enfin, je pense. Les enfants jouent entre eux et les adultes discutent entre eux. Donc, il n'y a pas ce mélange qui se fait, par exemple, en Espagne. Alors, on est d'accord, c'est un autre pays, une autre culture. Ce qui est assez flagrant quand même dans l'espace urbain espagnol, c'est que déjà, c'est beaucoup plus ouvert. Hein, et les enfants se mélangent avec les parents, ce qui fait que leurs aires de jeu n'est pas complètement fermée. Donc il y a déjà une appropriation de l'espace qui est différente. Les garçons se mélangent avec les filles, les enfants se mélangent avec les parents. Ça, c'est un premier exemple. Il y a un deuxième exemple plus du côté germanique, où effectivement, là, les aires de jeu ne sont même pas cloisonnées. Alors c'est évidemment une autre éducation, parce qu'il y a une façon aussi, une certaine civilité, du respect. On ne traverse pas quand c'est rouge, tout est propre, etc. Bien rangé. Mais on constate que les cours d'école, en fait, elles sont ouvertes. Ce qui fait qu'elles sont utilisées pendant la semaine pour les activités dans les écoles. Mais le week-end, ça permet effectivement aux enfants à côté de venir rentrer et utiliser le terrain de basket ou de foot pour jouer. Ce qui pose aussi la question de savoir qu'à force de mettre trop de limites, peut-être qu'en fait, c'est pas sûr que ça marche mieux. En fait, je prends ces deux exemples-là où tout est assez ouvert et ça fonctionne plutôt très bien. C'est pas en fermant tout le temps, en cloisonnant tout, que ça rend vraiment service, je pense, aux enfants et la façon dont ils s'approprient l'espace public et la rue. Juste 30 secondes pour rebondir. Il y a un exemple à Lyon où ils ont fait ça, justement. Ils ont réaménagé une école, une cour d'école, et ils l'ont ouverte, ils l'ouvrent en fait en dehors des horaires d'école. Ce qui fait qu'en fait, ça refait une place, ça fait un peu un forum où les gens, finalement, ils viennent se rencontrer, quoi. Donc, dans le cas des écoles, c'est une affaire de discussion avec la mairie, hein, donc c'est envisageable assez facilement. Moi, je voulais indiquer que on peut aussi imaginer, et je crois que c'est des exemples en Suisse, et vous avez aussi une rue de l'avenir suisse qui est un site internet qui comporte beaucoup de ressources, d'imaginer fermer une partie de rue, en particulier des rues résidentielles, à l'heure de fin d'école, en fin d'après-midi, pour justement que les enfants puissent jouer librement sans se préoccuper, en laissant un accès aux riverains. Mais à ce moment-là, eux, ils savent que les enfants sont en train de jouer. C'est à eux de contrôler leur circulation. D'ailleurs, j'indique que Rue de l'Avenir s'est associée avec 2 autres associations, Vivacité en particulier, pour mettre en place un événement, des manifestations qui s'appelle Rue aux enfants, Rue pour tous, où l'idée c'est justement d'amener les enfants à se rendre compte que dans une rue qu'on va fermer, avec les autorisations administratives nécessaires, pendant une demi-journée ou une journée, enfin une petite journée, pour justement qu'ils bénéficient de tout l'espace. Et l'intérêt, c'est d'organiser des activités, dont des activités de mobilité, avec les rollers, les draisiennes, les vélos, mais également des activités autour du jeu, hein, de tout jeu. Alors ce qui est amusant, c'est qu'au début, la marelle qu'ils peuvent écrire au sol, et ils la tracent d'abord sur le trottoir et pas encore sur la chaussée alors que la rue est fermée, vous voyez. Donc c'est une façon de leur permettre un apprentissage, hein, de l'espace et des aspects sensoriels également, parce que s'il y a quelques arbres, on peut faire des activités autour du jardinage, du potager au pied de l'arbre, enfin donc des ludothèques, enfin, et donc c'est une première voie vers l'idée de fermer des rues, pas seulement pour les abords d'école et la rentrée d'école, mais aussi pour le jeu généralement. Et dans ce cas, c'est plus près des lieux d'habitation et du nécessaire, quoi.
Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce qu'on a organisé ensemble effectivement une rue aux enfants. Moi, j'étais la coordinatrice de cette rue-là, qui était une rue effectivement véhiculée, qu'on a fermée le temps d'une matinée. Donc, c'était les enfants du quartier qui sont venus. On avait organisé différentes activités sur le vélo, sur la mobilité douce, sur le théâtre, sur les langues, avec des spots comme ça. Et en s'appropriant effectivement le trottoir, en débordant sur les murs, enfin voilà, en utilisant toute l'architecture possible. On avait les vitrines des boutiques pour pouvoir dessiner, etc. Et effectivement, au début, il y a un petit peu d'appréhension. Les familles arrivent et ils ne comprennent pas bien pourquoi c'est fermé. Ça les embête parce qu'ils ont garé leur voiture là. Ça a duré 5 heures pour enlever les... Là, j'exagère, mais une bonne matinée quand même pour enlever les 4 voitures des habitants parce qu'il faut faire un tour et que ça ne marche pas. Et puis, en fin de compte, au bout d'1 heure ou 2, on sent que petit à petit, l'ambiance se détend et puis tout le monde se met à jouer. Il n'y a pas que les enfants qui jouent. Il y avait effectivement des activités pour les enfants, de jeux, des Mikado géants, etc. Mais tout d'un coup, la famille joue, les voisins se rencontrent, c'est jamais rencontré. Et l'espace, qui était une rue où on faisait que passer en voiture, qui était absolument, enfin en tout cas dans cette rue-là, qui n'était pas du tout végétalisée, où il n'y avait pas grand-chose, se transforme en un espace de vie avec très peu de choses en fait, avec quelques stands, une animation, une scénographie, des gens qui bougent dans l'espace, qui racontent une histoire, parce qu'effectivement il y avait une histoire autour du théâtre, une histoire autour des langues. Et le temps s'arrête, les gens se rencontrent et cette rue-là devient une place, une véritable place de vie. Ça ne dure pas longtemps parce que ça dure l'espace d'une demi-journée. On démonte tout ça et la première chose qu'on nous dit, c'est quand est-ce que vous recommencez ? Parce qu'effectivement, ça a bien marché. C'était le temps d'une demi-journée. Donc je pense que lancer plus d'initiatives permettrait effectivement à faire réfléchir les gens sur se rencontrer sur l'espace public et comment je pense le transformer comme un terrain de jeu, parce que je suis convaincue avec les enfants, c'est ce que je vois, pour eux c'est un terrain de jeu, quoi. Ils jouent sans problème sur les passages piétons, ils montent sur les vitrines, enfin peu importe, quoi. Voilà pour le retour d'expérience sur la rue aux enfants. Bien, merci. Par rapport à ça, donc on a vu l'aire spécialisé, la circulation, organiser des événements finalement où on repartage temporairement l'espace. On peut envisager que ça soit des préfigurations et que derrière on réaménagera. C'est un petit peu complexe parce qu'il y a quand même des histoires de flux. Chez nous, les bourgs, les rues, tout ça, c'est des histoires de flux de débit. On ne parle pas beaucoup des gens finalement, ou des enfants encore moins. C'est des débits de voiture, oui, tout à fait. Pas des débits de boissons, ça serait mieux. La question aussi qui peut se poser, on en a beaucoup parlé donc avec le Covid, je reviens à cette période qui a quand même cristallisé pas mal de choses. On a évoqué la santé. On a évoqué la santé mentale, le fait de se connecter, rester connecté à la nature. On ne pouvait plus sortir. Ceux qui n'avaient pas de jardin, c'était vraiment terrible pour eux. Certains ont un peu fui la ville, et certains sont même arrivés en Vendée, de régions parisiennes ou d'autres. Pour autant, la question de la santé, elle n'est pas que mentale, elle est aussi tout simplement physique. Donc il y a des études qui ont montré qu'en 25 ans, pour les enfants de 9 à 16 ans, ils avaient perdu 25% de leur capacité cardio-pulmonaire. C'est-à-dire, en gros, nous, adultes, on est plus performants que nos enfants. Enfin, ça paraît fou. Surtout, ça paraît un contresens. Donc ça renvoie à cette question de la sédentarité, en fait. Le fait qu'on n'aille pas à l'école à pied, qu'on n'utilise pas nos jambes, et là on parlait tout à l'heure d'autonomie, donc c'était la confiance, la représentation qu'on avait de la sécurité ou la peur qu'on avait finalement quand on sent la ville ou le bourg un peu hostile par rapport à l'intérieur. Il y avait cette question-là. Mais il y a aussi une question de santé. En fait, juste en ne marchant pas, on a un développement très fort de l'obésité, on a des maladies cardiovasculaires importantes. Donc ces questions-là, c'est des vrais arguments à faire valoir, je pense, aux parents et aux élus. Et donc la question qui peut se poser, c'est aussi la pratique du jeu et du sport. Parce qu'on a évoqué les aires... Quand j'évoque le City, on est dans une année olympique, on voit aussi se développer pas mal d'espaces de jeu, basket, football et autres. Est-ce que ça fait partie aussi de la présence des enfants? Est-ce que sur ça, vous avez des actions? Comment on peut faire cette promotion? Et peut-être on peut renvoyer la question aussi à la salle. Est-ce qu'il y a des élus dans la salle ou des techniciens qui ont travaillé sur ces sujets-là? Et quels seraient les freins? Voilà.
Sur la question peut-être du sport, la pratique sportive, non? Alors, ça rejoint un point qui est l'aménagement conçu avec les enfants. On parle de ville à hauteur d'enfant, mais par rapport justement au terrain de sport, l'important c'est quand même de bien faire attention au positionnement de ces structures, de ces lieux, pour que, en particulier, tenir compte du bruit généré, des difficultés par rapport aux riverains et au tissu urbain, parce que ça peut poser des questions avec un investissement qui peut être important. Moi, j'ai en mémoire un parc pour les skateboards, là, qui a été déplacé et mis plus en centre-ville, certes près d'un stade, mais le long des villas résidentielles. Et les skateurs, ils venaient pas seulement dans la journée, mais l'été, ils faisaient jusqu'au barbecue avec leur musique à côté des riverains. Donc attention à ces positionnements et de l'aménagement. Par contre, effectivement, ce sont des lieux qui sont tout à fait propices à la pratique du sport et qu'on ne peut qu'encourager. Sur la question aussi du tissu pavillonnaire, parce qu'on peut penser que le tissu pavillonnaire, il est propice aux enfants, puisque finalement, on a assez peu de logements, on a des jardins, et on se dit, ben, tiens, là, les enfants, ils peuvent sortir sur la rue, etc. Bon, c'est quand même des quartiers qui sont faits plutôt pour la voiture quand même, et on a l'impression que ça fonctionne plutôt bien dans ces quartiers-là, dans les impasses. Alors, on sait que pour les urbanistes, l'impasse, c'est quelque chose d'horrible, mais pour autant, pour les enfants, il semblerait que ça soit intéressant. Donc, est-ce qu'il ne conviendrait pas d'ajuster aussi l'existant, puisque aujourd'hui on est sur cette thématique-là aussi, de faire évoluer les tissus. On parle de densification, on a le ZAN, le fameux ZAN, zéro artificialisation nette, qui va nous emmener à combler en fait toutes les dents creuses. Et pour autant, on s'aperçoit que les enfants, les plus jeunes, ils ont besoin d'espaces aussi vides. Ils n'ont pas besoin que d'espaces aménagés. Donc, je pense qu'il va falloir intégrer ça aussi dans les transformations qui sont en cours. Alors, peut-être on va se tourner un peu vers la salle. Est-ce que dans la salle, il y a des questions ou des initiatives qui ont été prises sur vos communes? Oui. Juste une petite remarque voilà, sur le ZAN et le quartier pavillonnaire. On a effectivement une grosse tendance, je vois sur la planification à venir, c'est de prendre ces espaces des anciens pavillons des années 70-80 où on avait des espaces verts avec quelques végétations pour en devenir des identifiants dents creuses, et une tendance des communes qui ont récupéré ces espaces en fait comme espaces communs du domaine public, à les transformer en futurs lots à bâtir, et donc la disparition de ces espaces en fait qui étaient communs au lotissement et au colotis d'il y a 30 ou 40 ans. C'est une tendance très très sérieuse et là on le sent vraiment l'accent par les collectivités en fait. Oui, donc il faudrait pouvoir conserver quand même certains espaces entre guillemets vides pour les rendre, pour conserver une certaine vivabilité, je ne sais pas si ça se dit, ouais. En tout cas de l'accueil des populations. C'est vrai que sur les lotissements, on reprochait souvent que les lotissements, c'était des gens qui avaient tous le même âge. Et donc les enfants, tous le même âge, etc. Aujourd'hui, il y a quand même un roulement qui se fait. Et c'est vrai que ça peut commencer aussi à devenir intéressant d'avoir un voisinage avec des âges différents, dans lequel il y a une espèce de bienveillance et une surveillance aussi, entre guillemets, des adultes envers les enfants, qui peut rassurer aussi certains parents pour laisser les enfants sortir. Parce qu'on évoque ça, mais... D'autres exemples, peut-être, de mobilité active ou de questions... sur la place de l'enfant dans vos projets? Vous êtes assommé un peu? Moi, je peux juste témoigner. Il y a une commune, la Venanceau, actuellement, qui est en cours de réflexion sur la requalification de tous ces espaces, anciens espaces de jeu. Voilà, les lotissements ont vieilli. Voilà, il n'y a plus du tout d'enfants. Et qui s'oriente davantage sur de la création d'îlots de fraîcheur, donc de la replantation d'arbres assez massifs. C'est en cours, c'est en projet et en réflexion. Ah, ouais. Oui, quand même mieux. Sur la connexion à la nature, souvent, ces espaces délaissés, effectivement, où on va les construire, ou alors il faut peut-être
se pencher sur la question de la nature en ville. L'exemple des cours Oasis, elle s'appelle Oasis au départ, ces cours, parce qu'il y avait quand même l'idée de les ouvrir aussi et d'en donner des lieux de fraîcheur par rapport à des quartiers qui étaient très denses. Et ensuite, il y a eu tout un développement sur la cour Oasis et peut-être quand même un petit phénomène de mode sur ces aménagements-là. Mais c'est vrai qu'un des éléments clés, quand même, c'est le partage dans le temps des espaces pour tous. La question de la santé, hein, on l'a vu, elle est quand même... je pense qu'on est sur une bombe à retardement sanitaire, là, de savoir qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants qui sont captifs des écrans et qui ne se déplacent plus. Si tu veux rajouter quelque chose. Je voulais justement intervenir sur la santé mentale, plus que physique. Effectivement, moi je constate au fur et à mesure de mes interventions dans les écoles, dans l'architecture évidemment pas enseignée au niveau primaire. Donc les parents sont un peu réticents de les inscrire parce qu'ils se demandent mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi l'architecture? Et puis au fur et à mesure des ateliers, alors les ateliers ils sont menés de faire en sorte que les enfants manipulent, expérimentent et surtout créent un imaginaire. Et ils finissent par sortir en fait la tête de leurs écrans parce que c'est un peu la grosse problématique des parents, c'est que le soir quand ils rentrent, hop, ils les mettent devant l'écran, devant la télé, devant la tablette et puis ils regardent un film. Et moi, je constate, là, avec un petit peu de recul, qu'effectivement, les enfants que j'avais au début de mes ateliers faisaient partie de ceux-là. Et avec le temps, parce que ça prend du temps, en fait, de les éduquer, le soir, quand ils rentrent, ils font des maquettes et ils se projettent dans leur environnement. Ils font une grue, ils font une maison. Ce qui fait que ça développe complètement l'imaginaire et je pense qu'ils se réapproprient mieux la ville. Alors, tout ça, c'est un travail de longue haleine, évidemment, mais... je reste quand même encore convaincue, encore une fois, je le répète, sur l'éducation. Et effectivement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, il y a un vrai danger des écrans qui fait que ça rend l'enfant passif. Et dans nos ateliers, on les rend actifs, participatifs, et on travaille ensemble ou séparés, ça dépend des projets qu'on fait. Ce qui fait qu'on sent qu'ils évoluent plus vite. Enfin, c'est maladroit de ma part, mais... on sent que voilà, ils sont plus à l'aise après dans l'espace public parce qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, parce qu'ils se sont appropriés aussi au niveau de l'imaginaire. Je ne sais pas si c'est clair, je me mélange un petit peu, mais voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en 2030 ou en 2050, tous les enfants iront à l'école à pied, ils auront de l'école dehors peut-être 80% du temps? Enfin, quelles sont les mesures, si on essaye de... On a bien mesuré les enjeux, je pense. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place là assez rapidement, tout de suite, si on avait les moyens de le faire? Question que je vous pose à tous les trois finalement. Chacun, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité pour rendre possible une ville agréable aux enfants, donc agréable à tous et qui nous fait vivre une expérience riche en fait sur l'espace public? Alors, à la suite justement de l'initiative Ville à hauteur d'enfant qui vient d'un certain monsieur Gauchy, je crois, oui, c'est ça, il a créé une toise, les yeux à 1,20 m. Donc, vous devez regarder à hauteur des yeux d'un jeune à 1,20 m. Et vous rendre compte exactement de ce que vous voyez à la hauteur de cet enfant. Donc, au moment où vous faites un projet d'aménagement, l'intérêt, c'est de consulter des enfants. Souvent, on commence à 6-7 ans, hein, pas beaucoup plus tôt. Et on interroge jusqu'à des ados. Hein, et il est toujours très intéressant de recueillir tous ces avis. Alors, les méthodes, c'est participatif comme vous l'utilisez. Aussi interroger sur les déplacements que les enfants font dans ce quartier. Et les chefs de projet réalisent le plus souvent qu'ils n'avaient pas pensé à beaucoup de choses et que ces jeunes interrogés ont quand même des idées et des expressions qu'ils ont intérêt à prendre en compte. Alors, comme dans tout projet, il faut un consensus, des compromis. Il y a aussi des questions financières, mais il est quand même intéressant de prendre une partie des enseignements récoltés, des avis. Dans les exemples que j'ai trouvés récents sur Nantes, et il y avait 3 ateliers en particulier faits à l'occasion d'un débat « Fabriquer la ville à l'horizon de 2050 ». Donc, a priori, on peut dire, mais
pourquoi est-ce qu'on va interroger des jeunes aussi jeunes, quoi, MSI? Et il y a des constantes qui sont apparues en ayant interrogé dans des secteurs bien différents, dans des 24 communes. Donc, il n'y avait que trois lieux analysés, mais bien différenciés. Leur intérêt, l'importance qu'ils donnaient au bruit, à l'environnement, donc aux émissions polluantes. Bien sûr, il y a la demande d'aires de jeu, mais donc après, sur des projets plus proches, plus de proximité, on peut aussi tirer pas mal de choses et essayer d'en tenir compte. Donc je retiens, Marie-Yvonne, associer les enfants, aller chercher l'élément, enrichir les programmes grâce à ça, et en essayant de faire preuve de, je dirais, de pas essayer de pas trop induire de choses, mais donc là c'est la forme des ateliers et autres pour trouver la parole. Le dessin, voilà. Voilà. Philippe. Hop, t'es-tu? Hop, c'est bon, merci. Un peu dans la même veine, ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est associer les usagers, donc des enfants plus ou moins jeunes selon le besoin. Ça peut permettre aussi peut-être de repenser un petit peu d'intergénérationnel, parce que comme tu disais, ça commence à se mélanger dans les lotissements, dans les quartiers. Donc on a des gens qui sont peut-être sortis de la vie professionnelle, mais qui se lèvent toujours très tôt le matin, en même temps que les autres, et qui potentiellement pourraient peut-être faire par des pédibus, emmener les enfants du quartier jusqu'à l'école, et ça soulagerait les parents qui pourraient potentiellement vaquer à d'autres ou partir directement au travail. Là, on accompagne une commune sur un Woodybus. Donc c'est un petit bus en bois pour 8 places, je crois, avec un petit moteur électrique. À pédale, bien sûr. Et les enfants pédalent. Et les enfants pédalent. Ou alors ils font semblant et c'est 2 adultes de devant qui pédalent. On ne sait pas trop, mais on verra. Donc voilà, c'est important en fait d'associer les usagers et ne serait-ce, c'est toujours des détails, mais il y a quelque chose qui est arrivé. Alors c'est en termes, je reviens toujours avec le réglementaire, mais il y en a de temps en temps. Donc c'est peut-être changer notre façon de concevoir et les bâtiments et les aménagements. On pense à la qualité de l'air notamment, donc dans les crèches et les écoles, il y a quelques obligations sur ces établissements-là. Et en fait, le gros problème qu'il y a pour la qualité de l'air dans ces bâtiments-là, alors on pense tout de suite CO2, c'est bien, mais il n'y a pas que. Il y a d'autres problèmes, notamment les coves. Et les coves, souvent, elles sont dues à 2 choses. La peinture, qui n'est pas forcément de grande qualité, et tout le mobilier qu'on met dans les écoles. Le mobilier qu'on met dans les écoles, quand il arrive, c'est c'est là où il y a le plus de coves qui se dégagent. En fait, il faudra le mettre dehors, quand on peut, attendre un peu que ça se dégage et le rentrer après, une fois qu'on sait que le produit de qualité. Donc en fait, c'est cette réflexion-là, c'est-à-dire qu'on peut faire un super bâtiment avec plein de réflexions, et en fait, on va se rater sur le sujet qui va bien parce qu'on n'est pas allé, parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche. Voilà, donc c'est important de réfléchir comme ça. Et la vision à 2030, c'est un peu court. Je pense que c'est demain, donc on va plutôt viser après-demain. À 2050, en fait, ça va déjà. Faut qu'on travaille sur qu'est-ce qu'on est prêt à réaccepter. Par rapport à nos enfants. C'est-à-dire que si on fait des cours d'école avec de l'herbe, quand il pleut, il y a de la boue. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Faut peut-être qu'on amène des chaussons pour que les enfants, ils enlèvent les chaussures. Quand ils sont allés jouer dehors, ils prennent les chaussons, on ne salit pas l'intérieur, il y a un petit sas et on a sali que le sas. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, mais il faut juste réaccepter la nature. S'il y a des arbres, il y a des feuilles, les feuilles, elles tombent. Oui, c'est comme ça, et on n'est pas, tant pis. Il y a des glands qui tombent des chênes, enfin, il y a plein de choses à réaccepter, en fait. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut retravailler. Tu parles du recontact avec la nature, c'est ça qui est important. Tant qu'on n'a pas remis ça au point de départ, on aura du mal, en fait, à se réapproprier l'espace public comme on devrait, quoi. Ce que je retiens quand même, c'est plus une réponse, c'est à la fois une réponse culturelle et comportementale, davantage que technique, même si on sait que, par exemple, on évoque les arbres, il y a quelques paysagistes dans la salle, si on évoque d'installer des arbres, ça veut dire les installer pour qu'ils prennent de l'ampleur, les installer pour une durée de plus de 60 ans, de 100 ans. Donc ça veut dire vraiment prendre le sujet dès la conception et avoir une vraie réponse technique aussi, quoi. Donc et on est d'accord là-dessus. Je suis content que tu parles des arbres, parce que toujours, des fois, il y a un peu par rapport à l'installation des arbres, et puis par rapport à l'ombre, par rapport aux panneaux solaires, par rapport à tout ça, il y a des fois des débats. Mais bon, on s'est débrouillé avec ça. Ouais. Donc, en tout cas, je te remercie. Donc, là, je m'adresse donc à l'architecte, peut-être conceptrice aussi. Est-ce qu'on peut adapter des choses aux enfants, ajuster des choses qui existent? Est-ce que le design est fait pour eux? Est-ce qu'on peut ajuster
plus de choses aussi? J'ai un peu mordu sur votre réponse. Du coup. Oui, je pense qu'on peut effectivement ajuster, mais je pense qu'il faut d'abord les consulter. Parce qu'effectivement, les enfants sont quand même les grands oubliés de l'aménagement dans l'espace public. On ne les consulte pas. On pense pour eux, on n'est pas à leur échelle, on n'a pas le même corps. Et je pense qu'effectivement, les consulter dès le début, par exemple pour la création du mobilier urbain, parce qu'un banc pour eux, nous on voit pour s'asseoir, mais eux ils le voient comme un objet, on peut jouer. Peut-être qu'il y a effectivement un vrai travail en amont à faire, de discussion et puis de recueil de parole. Alors c'est pas forcément évident de parler aux enfants, parce que l'architecture est quand même, moi je trouve très élitiste. Il y a du vocabulaire technique, il y a des contraintes, etc. Il y a des règlements. Moi, ce que je fais dans mes ateliers, effectivement, je leur raconte une histoire, je les mets en situation, dans un imaginaire, ce qui fait que ça libère la parole. Et ce qui est assez surprenant par ce biais-là, c'est qu'on se rend compte qu'ils sont aussi capables de nous donner des idées. C'est pas que moi, en tant qu'architecte, je sais comment faire un banc techniquement. Ils ont des idées assez intelligentes parce qu'ils ont une approche aussi très naïve des choses. Nous, on est très habitués. Voilà, faut faire attention, il y a la sécurité, il y a ci, il y a ça. Et je pense qu'on a tout intérêt à intégrer rapidement les enfants dans le débat politique, dans le débat avec les écoles, parce qu'ils ont une vision nous, on a perdu en fait en tant qu'adultes, et qu'eux, ils ont développé parce qu'encore naïfs, parce qu'encore dans un monde imaginaire. Je ne sais pas si je réponds à la question, peut-être pas. Comment ? Ils sortent du cadre. Oui, ils sortent du cadre, et pourquoi pas créer en tant qu'architecte avec les enfants. Enfin, on expérimente ça effectivement dans nos ateliers du mobilier urbain, qui est fait avec eux, faire avec eux, ça c'est important. Et effectivement faire sur l'espace public. Enfin, je reviens encore sur cette histoire d'espace public. Je suis convaincue qu'on peut créer du lien sur l'espace public en faisant ensemble. Voilà. Oui, et j'ajouterais que sur des espaces un peu grands qu'on va réaménager complètement, en libérant en particulier des parkings à voitures pour transformer, apporter de la végétation, etc., des lieux de repos, pensez quand même justement à des aménagements destinés aux plus jeunes, de façon à ce qu'ils ne détournent pas l'usage de ce qui a été prévu à l'origine, au détriment de ceux pour qui ça a été conçu. Mais parce que c'est la preuve qu'il leur manque quelque chose. Hein. Et ce détournement d'usage peut avoir des conséquences néfastes. Donc, vous avez intérêt aussi à apporter des éléments adaptés à un peu toute classe d'âge. Donc, on peut dire que la présence d'enfants, on pourrait considérer que c'est un indicateur positif pour un projet, enfin de la réussite d'un projet. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez ce qu'on veut dire là-dessus? Est-ce qu'on pourrait considérer que faire revenir les enfants dans l'espace public, si vous y arrivez, vous aurez un projet de qualité? Aujourd'hui, on semblerait qu'on ne les voit plus, les enfants. On fait ce constat, on le partage. On les voit juste dans les squares ou dans les aires de jeu. D'accord. Oui. Muriel, tu peux amener là. En vous entendant échanger, je me disais qu'on a abordé la question de la nature, l'accès des enfants à la nature, enfin voilà. On a abordé la question de la santé, et je trouve qu'il y a quelque chose où on parlait des espaces pavillonnaires autour de l'accès des enfants à l'espace public en tant qu'espace public, et particulièrement dans les endroits où justement il y a des jardins. Donc quelque part on a moins d'exigences ou d'impératifs d'avoir des lieux publics de nature, mais c'est aussi des lieux de rencontre, c'est aussi apprendre à vivre avec les autres dans la diversité. Déjà avec les copains, ou en tout cas pas les copains, mais d'autres enfants qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais aussi idéalement d'autres générations. Et je pense que ça développe aussi dans le futur une capacité à vivre ensemble, et qu'elle est précieuse. Je rejoins ce chemin qu'on faisait à l'école. Enfin, si on se met, c'est vrai que cette table ronde, je pense qu'il faut l'aborder en se rappelant l'enfant qu'on était un petit peu quand même. Et quand on allait à l'école, est-ce que des fois on faisait pas des détours pour rester plus longtemps avec un copain ou une copine, quoi. Mais l'idée, c'était quand même de prolonger certains moments, quoi. Parce qu'il y avait quelque chose de la représentation, il y avait quelque chose de la découverte. Bon, c'est la Madeleine de Proust aussi.
comment en fait on crée de la richesse dans cette circulation, quand on crée aussi de la transmission. On parlait tout à l'heure des paysages, du patrimoine et tout ça. Et je pense que c'est aussi dans ces déambulations-là qu'on va les rencontrer, quoi. Bon, j'ai pris le micro, pardon. Et vous direz, non, mais pour répondre à madame, c'est vrai que maintenant, dans le pavillonnaire, les surfaces de construction récentes sont plutôt de 400-500 mètres carrés, d'après ce que je sais, plutôt que 1500. Et donc, les enfants entre eux ne s'invitent pas à jouer l'un chez l'autre, quoi. Effectivement, là, dans ces lotissements, il y aurait intérêt à avoir ces aires de jeu, libre de circulation et pour faire de la rencontre, oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ah, pardon. Ouais. Merci. Bon, je suis maire d'une petite commune sur l'île de Noirmoutier. Alors évidemment, je vous entends et je sais qu'il y a aussi des maires dans la salle. Pour un maire, quand vous êtes dans un territoire contraint comme le nôtre, avec le niveau de prix du foncier tel qu'il est, eh bien, on a des OAP, on essaie de mener des réflexions pour des aménagements d'ensemble. Et comme je pense tous les élus, en tout cas c'est normal, on est tous dans la réflexion de se dire qu'il faut bâtir un avenir pour nos jeunes. Et on redécouvre ça parce que, bon, apparemment, on n'a pas toujours bien fait, hein, c'est loin de là. Il y a cette volonté, mais imaginez comment, sur un territoire comme le nôtre, il est possible d'équilibrer une opération. C'est impossible. Ce sont des déficits énormes parce que vous achetez comme le particulier, c'est-à-dire à 400, 450, 500 euros, hein, dans les secteurs constructibles. Hein. Alors, évidemment, moi, on peut regretter, mais on ne peut rien reprocher à nos prédécesseurs. Tout le monde fait ce qu'il peut, hein, dans son mandat. Mais les réserves foncières, évidemment, on se dit qu'il aurait fallu les faire avant, parce qu'aujourd'hui, c'est presque inatteignable, quoi. Hein. Alors, je préfère mettre de l'argent, évidemment, pour créer, et c'est ce qu'on essaie de faire, et avec l'aide du CAUE et un certain nombre d'architectes et de gens de l'art, je dirais, on essaie de privilégier un cœur de ville jardin, d'intégrer au maximum, y compris les bassins de pluie, les zones les zones avec des arbres et d'ombre et de fraîcheur. Mais je préfère investir là-dedans plutôt que pour un parking, parce que vous imaginez, pour un parking, le coût de réalisation, quoi. Et ce que ça vous donne au bout du bout, quoi. Mais ce que je veux dire, quoi, voilà, on est confronté à ça. Ce n'est pas l'envie de le faire, bien sûr. Il faut le faire et on essaie d'y aller. Mais on a vraiment besoin d'aide et que ces situations, j'insiste sur la particularité insulaire, malgré tout, qui fait qu'aujourd'hui, comment on le fait, quoi. Comment on avance, comment on va pouvoir pérenniser une vie sur un territoire comme celui-là, quoi. Alors, c'est simplement un témoignage de difficultés, quoi, de tous les jours, quoi. Et pourtant, on nous propose un certain nombre de moyens, hein, aussi bien sur le plan de l'urbanisme et tout, mais aussi des lois qui densifient au maximum aujourd'hui, compte tenu du coût, forcément, que plus ça va, plus les parcelles sont petites, plus la maison prend de la place. On a de la peine à exiger des places de stationnement, quoi, hein, sur la parcelle. Enfin, vous voyez. Alors, là-dedans, comment vous faites pour réaliser un cheminement vers l'école, mais un cheminement tout simplement dans la traversée de votre ville, pour que ce qui est aujourd'hui présenté, affiché comme espace partagé, puisse l'être vraiment,
Hein. Je réfléchissais là au parcours de vie tout en vous écoutant. Il est évident que l'enfant, à mon avis, plus il est petit, plus c'est intéressant de l'écouter parce que c'est là qu'il parle le mieux. Et l'enfant petit, sur le chemin de l'école, moi, quand j'étais gamin, on pouvait jouer aux billes dans les caniveaux tout le long du chemin, il n'y avait aucun problème, hein, et se donner profiter de beaucoup de plaisir. Mais on avait peur, on avait peur pour aller à l'école quand même. Et parfois, ben, la main de la maman à côté, c'était important. Mais aujourd'hui, c'est franchement un parcours difficile quand on est enfant. Et par contre, le paradoxe, c'est qu'au fil de la vie, quand on est ado, on oublie très vite les peurs qu'on a eues étant enfant. On traverse le village, et Dieu sait si ça fait crier tous les jours, et si c'est téléphonomère, que la moto, le scooter qui pétarade, qui fait le rodéo dans le milieu de la rue, c'est d'actualité. On devient adulte, alors là on a tout oublié du reste, on se croit le roi évidemment au volant de sa voiture, hein, et puis on veut accéder partout, si on pouvait rentrer dans le magasin avec la voiture on le ferait, et quand on redevient adulte mais âgé, eh bien là, c'est là qu'on constate que dans ce parcours de vie, on redevient presque un enfant parce que c'est à nouveau le parcours de combattant. C'est vraiment le parcours du combattant. Comment je fais sur les trottoirs souvent malaisés, comment je fais dans ce milieu de vie-là que l'on retrouve et qui donne un peu la nausée par rapport à tout ce qui a évolué. Et malheureusement, bon, je dresse peut-être un tableau pessimiste alors qu'au fond de moi-même, je suis très optimiste. Mais comment on fait pour vivre aujourd'hui dans cette société, tous ensemble, dans un cœur de ville, dans un village même, avec ces problématiques qui sont nombreuses, quoi. Voilà. Votre dernière phrase est intéressante, monsieur le maire. C'est comment on vit, parce qu'en fait, c'est aussi ce qu'on a entendu lors de la table ronde, c'est comment on vit les uns avec les autres et plus les uns à côté des autres. Ça fait partie aussi des problématiques importantes. C'est vrai qu'avec les parcelles qui se réduisent, ça va faire partie des impératifs. Effectivement, il faut que les espaces publics, chaque nouveau quartier puisse effectivement avoir une ramification, un accès vers le centre-bourg, vers les commerces, parce qu'on parle de santé, on parle de chemin d'école, on parle de cours d'école, mais il y a toute la vitalité des communes aussi qui est en jeu dans ces accès-là. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Je voulais juste revenir sur les cours d'école et sur les problématiques notamment liées aux écrans. Alors même si en général, ils ne sont pas liés aux écrans forcément en primaire, c'est souvent au collège où ça commence à être un peu plus compliqué. Nous, on a mené, moi je suis élue, je suis première adjointe d'une commune pas très loin d'ici, la Chaise-de-Vicomte, de 4000 habitants. On a la chance d'avoir une association l'outil en main qui est très intéressante pour les enfants, et on a mené une expérience, un travail où des enfants, dans le cadre de l'outil en main, ont réalisé un banc. On a appelé ce banc le banc de l'amitié, et ce banc, il est arrivé dans la cour d'école. Et il y a eu tout un travail qui a été effectué, notamment sur les problématiques liées au harcèlement, parce que autant les écrans, ça commence un peu plus tard, mais les problématiques de harcèlement dans les cours d'école, ça commence parfois très très tôt. Donc voilà, et je pense qu'il y a vraiment des expériences qui peuvent être intéressantes pour se réapproprier. C'est vrai qu'on parle de renaturation, de végétalisation, mais aussi de se réapproprier les cours d'école et de fonctionner différemment. L'avantage des enfants, c'est qu'ils ne sont pas formatés encore. Donc eux, ils ont cette possibilité d'évoluer. Vous parliez tout à l'heure, on parle de 2030, 2050, mais en fait, c'est surtout, on a l'impression qu'on a une génération où ça va être vraiment compliqué de changer le logiciel. Hein, donc faire 100 mètres, faire 100 mètres à pied, ça paraît parfois un peu compliqué, mais je pense que c'est vraiment une logique d'ensemble.
Le Covid a aussi fait prendre conscience d'un retour à la nature qui est intéressant, mais on se rend compte que sur, je pense nous à la végétalisation des cours d'école, la première crainte, et qui n'est plus une crainte des parents, donc ça c'est déjà un gros point sur les comités de pilotage, c'est plutôt les instituteurs qui se disent oh là là, ça va être sale dans nos classes et comment on va faire. Donc ce sont eux les premiers qui peuvent être parfois réticents. Donc voilà, on parle des chaussons, pourquoi pas. Hein. Moi, quand j'étais petite et que j'allais à la salle de sport, déjà, on emmenait 2 paires de chaussures. Une pour dans la salle et puis une qui restait dehors. Aujourd'hui, on a des sols sportifs qui sont dans un état parfois dégradation avancée. Pourquoi ? Parce qu'on prend les mêmes chaussures dehors et dedans. Donc voilà, il faut peut-être qu'on revienne à des choses finalement basiques, qui sont peut-être juste du bon sens, hein, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc, il y a forcément des petites expériences. Et puis, chaque petit pas, de toute façon, ça ne sera pas des révolutions de grande ampleur. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Mais chaque petit pas est vraiment important. Et puis, c'est aussi pour le bien-être de tous. Vous disiez tout à l'heure, oui, les gens n'ont plus le temps. Mais parce qu'en fait, ils prennent plus le temps non plus. Donc voilà. Bon, je pense qu'en toute façon, on ne va pas tout révolutionner ce soir, mais c'est vrai qu'on sent des envies, des orientations, et je me dis, il n'y a pas de raison à un moment donné qu'avec un certain nombre d'initiatives et des bonnes volontés, qu'on puisse effectivement arriver. On le voit au CAUE, on n'a jamais eu autant que depuis le Covid. Enfin, Muriel serait bien mieux placée que moi pour en parler. On n'a jamais eu autant de projets de végétalisation, de renaturation de cours d'école. Et parce que c'est lié au Covid, mais parce que c'est lié aussi aux températures. Quand vous êtes sur une cour en mai, en juin, en fin d'année, oui, ça peut être, ou même septembre parfois, ça peut être assez compliqué. Et finalement, les arbres qu'on ne trouve pas très bien quand les feuilles tombent, finalement, on les trouve plutôt sympas sur cette période-là. Donc voilà, un peu de bon sens, et puis ça devrait bien se passer. Revenir juste sur l'aménagement d'espaces publics, vous parliez tout à l'heure des quartiers intergénérationnels. C'est pareil, c'est vrai que les expériences de gens d'un certain âge qui peuvent emmener les plus jeunes à l'école, c'est forcément des expériences qui peuvent être intéressantes, parce qu'on n'a plus... ça peut être un problème de temps, hein, ce qui peut se comprendre aussi. Hein, quand vous avez 3 enfants emmenés et pas 3 au même endroit le matin, effectivement, le temps, il peut être compté. Mais tous ces partages d'espace, et on le voit dans les quartiers intergénérationnels, les papis-mamies qui parfois n'ont pas leurs petits-enfants à côté de chez eux, ils sont super ravis de garder les enfants à la sortie de l'école. Et puis, pourquoi pas, effectivement, pouvoir les emmener à l'école. Mais effectivement, il faut que l'espace public il soit un minimum adapté et pensé pour ces usages. Voilà. Ce que je vous propose, je vous remercie tous pour cette table ronde. Je pense qu'on peut les applaudir. J'ai juste une phrase pour prêcher ma paroisse, celle de Richard Rogers, architecte britannique, qui dit « Apprendre aux enfants ce qu'est l'environnement urbain quotidien, les armes pour participer au respect et à l'amélioration de la ville. » Je pense qu'il a tout dit, en fait. C'est vrai que si les enfants, on leur apprend à participer et à donner leur avis, ils seront forcément plus respectueux et on aura sans doute moins de dégradation aussi dans les espaces publics. Merci à vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse poursuivre les échanges autour du verre de l'amitié, parce que je pense qu'on a épuisé... nous avons épuisé, je ne voudrais rien oublier, non, c'est bon. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Donc voilà, je vous propose qu'on puisse se diriger vers le petit pot juste à l'extérieur de la salle pour pouvoir poursuivre les échanges. Et je vous remercie une nouvelle fois de votre présence. Merci.